Bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche en politique, jour J-36, avant le premier tour de l'élection présidentielle. 11 candidats au total, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon, et notre invité vient justement défendre son programme. Il est référent dans la Marne du mouvement La France Insoumise. Bonjour Karim Elouki. Bonjour Monsieur Tollet, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je vous présente en quelques mots les Rémois. Vous connaissez car vous avez été adjoint au maire de Reims chargé de la voirie de 2008 à 2010 au début du mandat Azan. Ensuite, ce fut la rupture et vous avez mené la liste Front de gauche lors des dernières municipales. À Reims, la liste Place au peuple. Et j'ajoute enfin que vous êtes conducteur de bus à la Citura, les transports en commun rémois. Première question d'abord sur cette France insoumise, ce mouvement créé par Jean-Luc Mélenchon pour porter sa candidature. Voilà un an, 300 000 adhérents revendiqués, des adhésions gratuites, je le précise, parce que ça peut changer des choses. Combien d'adhérents dans la Marne, Karim? Alors ce qui est bien de préciser, c'est que c'est un mouvement, c'est pas un parti. Donc effectivement, il y a énormément de personnes qui viennent de tous les horizons. D'ailleurs, quelle que soit sa classe sociale, je tiens quand même à préciser que c'est une première quand même que France 3 invite quelqu'un de ma classe, qui est la classe ouvrière, d'ailleurs au sens large des termes, parce que moi quand je parle de classe ouvrière, je parle d'ouvriers spécialisés, à ingénieurs, ou hautement qualifiés, et à spécialistes, et voire éventuellement à des professeurs, que ce soit le secteur public ou le secteur privé. C'est très important de le rappeler, en sachant que je ne suis pas un politicien professionnel. Et c'est normal de vous inviter. On a invité tous les représentants des 5 principaux candidats, en tout cas pour cette période. Ensuite, l'ensemble des candidats pourront être également représentés. Quel est l'objectif final de la France Insoumise? C'est de rassembler la gauche de la gauche? Alors, le PC y compris, le Parti communiste compris? Absolument pas. L'objectif final de la France Insoumise, c'est d'apporter un projet de France renouvelée, un projet par rapport à des orientations de société. C'est de permettre de dire, il existe une autre voie que celle, et moi je vais être assez catégorique là-dessus, celle du front de la haine, et nous on propose le front de la vie. Vous savez pourquoi je vous parle du Parti communiste? Parce que c'est assez tendu entre la France insoumise et le Parti communiste. Il y a des candidatures pour les législatives de la France insoumise sur les circonscriptions qui sont déjà prévues, et même sur les circonscriptions où il y a un député sortant communiste. Je vous pose la question de manière un peu brutale, mais je crois que c'est une vraie question. Comment on fait pour rassembler les Français si on n'arrive pas à avoir des rapports de confiance avec ses propres alliés? Alors, les rapports de confiance, elles se font sur un projet. Elles doivent plus se faire sur un processus qui nous amène à avoir des débats simplement pour des places. Ce qui est clair, c'est que la majorité du peuple français, que je représente une partie de ce peuple, ne s'y retrouve plus. On se retrouve plus par rapport à ce débat et à ce discours et à cette, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas une confrontation, c'est simplement une perception des choses, une petite perception des choses. Non, au sens large des choses, on est d'accord sur le fond. Après, effectivement, il y a des discussions sur les aspects de forme. Et ça, ces aspects de forme ne sont pas prioritaires aujourd'hui. Il existe des urgences partout. Et c'est à ces urgences-là qu'il faut répondre. D'ailleurs, on est attendu sur ces urgences-là. Eh bien justement, la première des urgences, selon la France insoumise, c'est la 6e République, le projet phare de Jean-Luc Mélenchon. 130 000 personnes rassemblées hier à Paris, selon les organisateurs. De Bastille à République, vous voyez justement les images. Y étiez-vous d'ailleurs, Karim Elouki? Absolument. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'en parler, des actes, mais aussi d'y participer. Et cette 6e République, pourquoi est-elle si urgente à vos yeux? Elle est non seulement urgente, mais elle est vitale, puisqu'effectivement, on est confronté à différents aspects et différentes problématiques, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau des services publics. Et vous savez très bien que le pendant de tout ça se résume en un seul mot, qu'est-ce qu'on devient au sein de l'Europe ? Alors, restons quand même sur les institutions. On va écouter justement un extrait du discours de Jean-Luc Mélenchon. C'était hier, place de la République. Selon lui, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, est bafouée par la 5e République. On l'écoute. Et nous ne voulons rien d'autre que cesse le mensonge et l'hypocrisie qui consiste à écrire la devise sur tous les frontons de France et ensuite agir exactement à son contraire. Ceci est une manifestation politique, une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle. Voilà, la monarchie présidentielle, dénoncée par Jean-Luc Mélenchon. Très précisément, si cette 6e République se fait, en quoi serait-elle plus démocratique que la 5e ? Au niveau des institutions.
Qu'est-ce qui doit changer? Oui, juste un instant. Je veux revenir quand même sur les propos parce qu'ils sont très importants. Hein. La France, effectivement, être français, c'est ça. C'est respecter ces principes républicains que sont la liberté, l'égalité, la fraternité qui résument l'ensemble. Effectivement, aujourd'hui, dans la situation où on est, par rapport à certaines positions de certains élus politiques et notamment différents responsables, on s'aperçoit qu'effectivement, ces principes républicains sont bafoués régulièrement. Et d'ailleurs, qu'on soit riche ou pauvre, vous connaissez l'adage, vous n'avez pas forcément la même justice et effectivement la même possibilité de pouvoir se faire entendre. D'accord, Karim Elouki, mais sur les institutions, qu'est-ce qui doit changer d'urgence selon vous, en quelques mots? C'est pas compliqué. La Ve République était faite en son temps, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé, pour un homme sur une situation exceptionnelle, pour un homme exceptionnel, qui n'avait absolument pas l'intention de devenir un dictateur. Parce qu'à un moment de temps, il faut savoir de quoi on parle. Effectivement, la Ve République permet une dictature en fonction de la personne et de la personnalité qui, demain, peut être président de la République et représenter normalement le peuple souverain que nous sommes. Est-ce que vous voulez concrètement, c'est un Parlement élu de manière proportionnelle et également un Parlement plus puissant, c'est ça, le cœur? C'est mieux que ça. C'est revenir à la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que quand il y a des débats de société fondamentaux qui engagent l'ensemble des Français, qu'on puisse avoir notre mot à dire. Je vous rappelle quand même, parce qu'effectivement, on nous emmène sur certains terrains et on nous dit assez souvent, oui, le vote utile, etc. On va y venir. Alors, nous ne sommes pas amnésiques. Enfin, moi, en particulier, je ne suis pas amnésique. Je me souviens de tout ce qui a été fait en notre nom, contre nous, et je rappelle quand même la contradiction qu'il y a pu y avoir, où on a eu un référendum en 2005, et ensuite, le référendum a été abrogé par une assemblée extraordinaire d'élus, soi-disant représentatifs des Français, et qui nous a amenés dans une situation non seulement ambiguë, voire plus, un engagement défavorable nous concernant. Ça, c'était effectivement sur la Constitution européenne. Je voudrais vraiment qu'on reste sur les institutions et sur vos propositions. Il y en a une, créer un droit de révoquer un élu en cours de mandat par référendum sur demande d'une partie du corps électoral. Quels élus pourraient être soumis à révocation et pour quel motif? Mais tous, bien sûr. Mais quel motif? Bien sûr que quand on se présente à des responsabilités, on se présente avec un engagement particulier, avec des convictions pour la majorité, mais aussi avec un programme, avec des promesses de changement, avec des promesses de s'engager sur ce qu'on a dit, si je vous sur ce qu'on a écrit. François Hollande, à qui beaucoup reprochent de ne pas avoir tenu ses promesses, aurait pu être soumis à révocation avec ce système. C'est ça l'idée, par exemple? Absolument. François Hollande, qu'est-ce qu'il promet? Dans son discours du Bourget, il dit « Mon ennemi, c'est la finance ». C'est pas nous qui l'avons obligé à le déclarer. Mais il s'est positionné de cette façon-là. Pourquoi? Pour capter effectivement les voix du peuple pour se faire élire. Donc c'était bien un mensonge quand il l'a dit. Mais il l'a dit de façon intentionnelle, pour tromper les gens. Donc, on fait un référendum pour savoir si tout le monde est d'accord pour révoquer, en tout cas si une majorité est d'accord pour révoquer l'élu, et ensuite on fait une nouvelle élection. Est-ce qu'on risque pas d'être dans un mouvement d'élection permanente avec ce système et d'instabilité aussi? Absolument pas. Ça veut dire que c'est bien à la majorité que les gens, lors du référendum, prennent la décision de changer l'élu qui aura trahi ses engagements. Mais on est en élection permanente, c'est toujours compliqué une élection permanente, hein? Non, mais ça, c'est l'excuse. Non, c'est une question. Effectivement, c'est une question de votre part, mais c'est quand même l'excuse que portent certains, et je vous dirai sur d'autres sujets d'ailleurs, pour dire non, c'est pas possible. Ça veut dire que le peuple, on ne le considère pas comme des personnes adultes et matures. On n'est pas en capacité de réfléchir par nous-mêmes et de pouvoir choisir les élus qu'ils méritent. Bien sûr, on peut le faire. Il suffit de s'en convaincre. Karim Elouki, regardez ces images du meeting de Marine Le Pen. C'était hier à Metz. Marine Le Pen en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle selon les sondages, 26% en France et beaucoup plus dans le Grand Est. Emmanuel Macron et François Fillon suivent dans ces intentions de vote. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon seraient eux derrière, au coude à coude, selon un sondage BVA paru hier, autour de 12% chacun. Donc, pas de place apparemment pour la gauche. Arnaud Montebourg a demandé cette semaine à Jean-Luc Mélenchon d'abandonner devant le mur de l'histoire, ce sont ses termes, en évoquant bien sûr le Front National. Qu'est-ce que vous lui dites, Arnaud Montebourg? Alors déjà une chose, oui, on est face au mur de l'histoire. Mais quelle histoire? Et qui c'est qui l'a construite? Et quelle part a pris M. Montebourg et quelle part a pris M. Hamon dans effectivement le désengagement, la déception, la colère d'une certaine frange de la population dont j'appartiens effectivement, parce que je la comprends moi cette colère, et de la trahison qu'il y a pu y avoir suite à des mots qui avaient été portés, et effectivement on a constaté tout l'inverse. Eux, ils ont participé à ça. Nous, le mouvement que je représente n'a pas participé à ça en conscience.
On aurait très bien pu faire effectivement ce qu'ils souhaitent faire, c'est-à-dire le dialogue, la négociation des places, les petits strapontins. Non, on est au-delà de ça. Mais comment gagner si on est divisé? C'est mathématique, là. Alors, on est divisé. Moi, la division la plus importante que je constate, effectivement, c'est la division du peuple français. Tous ceux qui se disent républicains et qui engagent cette division justement en portant des idées qui sont fausses, et notamment, j'entends Madame Le Pen sur ce sujet-là. Voilà, je parle bien de l'union de la gauche, là. Hein. Oui, mais l'union de la gauche, c'est le même principe qu'effectivement ce qui est proposé par l'ensemble des candidats. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez en pacte républicain? Ils proposent quoi? Ils proposent encore les petites négociations, les petites négociations par rapport justement à l'enjeu national qui est porté par nous, la France insoumise. Ouais, ce qui compte pour vous, c'est une cohérence sur le fond, si je vous comprends bien. Alors justement, parlons du fond. On va écouter Gérard Berthiaud, qui est un socialiste chalonnais. Il est classé à la gauche du PS. Il a organisé une conférence de presse, 10 jours à Reims, avec le responsable du Parti communiste de la Marne, Cédric Latuada, pour réclamer l'union de Jean-Luc Mélenchon et de Benoît Hamon. Et lui croit en une sorte de programme commun. On l'écoute. Les points de programme sont clairs. C'est d'abord les questions sociales. Une des premières questions sociales, c'est l'abrogation de la loi El Khomri, qui est dramatique pour le monde du travail. C'est mettre en place des garanties, notamment pour les jeunes, comme Benoît Hamon le propose. C'est également développer la 6e République, développer et maintenir les services publics. Moi, je suis médecin hospitalier. Les hôpitaux publics sont assez dramatiquement exsangues actuellement. Donc, il faut aider l'ensemble des services publics et également faire en sorte que la transition énergétique puisse se mettre en place le plus rapidement possible. Comme dirait mon camarade Gérard Filoche, Benoît Hamon président, Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ça me va très bien. Bon, Benoît Hamon président, Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, c'est de la science-fiction aujourd'hui, mais sur le fond, est-ce qu'un rapprochement avec les socialistes est possible, au moins à l'avenir, sur le programme qu'a donné Gérard Berthiaud? Alors, certainement pas avec les responsables socialistes. Vous savez très bien qu'ils sont tous impliqués dans le processus qui nous amène justement à ce que la population... Aujourd'hui, c'est Benoît Hamon, le candidat qui est en rupture avec la politique de François Hollande. Que propose M. Hamon sur la loi El Khomri? Il part effectivement de l'abrogation de la loi. Aujourd'hui, il n'en parle même plus. Il parle simplement de l'aménager et de garder éventuellement les différents articles qui lui conviendraient. Vous vous rendez compte? Il veut faire appel sur la 6e République à des spécialistes. Alors que nous, en opposition, on dit non, c'est le peuple souverain qui doit décider à forger une nouvelle constitution, c'est-à-dire de nouvelles règles qui nous permettent de vivre ensemble. Donc pas d'accord, même pour les prochaines législatives ou les prochaines élections? Je fais la différence entre les responsables politiques du Parti socialiste qui nous amènent à cette catastrophe, justement, de galvauder ce mot qui vient de très loin, qui vient de notre histoire, qui était la gauche, de ce que représente la gauche, le social, pour les petites gens, ceux qui n'ont rien, c'est-à-dire la protection que doit normalement apporter notre gouvernement aux plus faibles d'entre nous. Ça, c'est grave. Ça, ce qui a été fait, c'est très, très grave. Mais votre espoir, et on le sent bien quand on vous écoute, c'est de rassembler la gauche derrière Jean-Luc Mélenchon. C'est pas que la gauche. Oui, mais attendez, une chose. Il est à 12% des intentions de vote dans les sondages. On pense ce qu'on veut des sondages, mais grosso modo, ils disent tous la même chose. Il est au même niveau qu'il y a 5 ans. Est-ce qu'il n'a pas un problème, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'il n'a pas du mal à rassembler au-delà de son camp traditionnel? Il faut ça pour être président? Absolument pas. Vous êtes sûr de ça? Contrairement à ce que vous pouvez penser. Je pense pas, je pose une question. Progressivement, et moi je parle... À base de faits. Et je m'adresse aux militants du Parti socialiste. C'est vous qui, de toute façon, avez la possibilité justement de venir nous rejoindre sur quelque chose qui est fondateur, qui est fondamental. Et c'est pour ça que, bon, il y en a certains qui parlent de l'histoire, mais c'est pour ça qu'on n'en parle pas de la même façon. Un dernier mot sur ces élections présidentielles, ce deuxième tour. On va voir des images d'Emmanuel Macron, 1500 personnes réunies vendredi à Reims au centre des congrès. Emmanuel Macron, que tous les sondages donnent présent au second tour face à Marine Le Pen. Si ce scénario devait se confirmer, vous feriez quoi, vous, Karim Ellocki, le 7 mai? C'est une vraie question, hein? Oui, non, mais la question ne se pose pas, puisque moi, j'ai déjà réalisé sur les différentes élections auxquelles, justement, j'ai apporté effectivement mon vote. C'est-à-dire que je m'engage à la fois au premier tour comme au deuxième tour de la même façon. Je porte toujours le même projet et les mêmes intentions. Ça veut dire que vous ne soutiendriez pas, vous ne voteriez pas Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen? Ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que dans notre Constitution, le vote blanc, par exemple, ou le vote qui représente un candidat qui n'est pas au deuxième tour, n'est pas pris en compte lors de l'élection. Ça, c'est anormal. Ça fait partie aussi des engagements qu'on a pris
pour justement qu'il puisse y avoir une reconnaissance et une refondation de notre pays, de notre constitution. Allez, on parle du programme Karim Elouki et notamment de l'Europe. Un point important sur cette campagne présidentielle et un point extrêmement important pour Jean-Luc Mélenchon. L'Union européenne, on la change ou on la quitte, affirme Jean-Luc Mélenchon précisément dans ce livre L'Avenir en commun où il présente son programme. Une question sur la méthode d'abord. Il y a un plan A et un plan B. Alors, le plan A, c'est renégocier les règles européennes et puis s'il y a un accord, on propose aux Français un référendum. Ils acceptent ou non ce référendum. S'ils l'acceptent, eh bien, il y a une nouvelle Europe en quelque sorte. S'ils refusent, c'est le plan B et c'est la sortie de l'Europe. Pour ce qui est du plan A, que réclamerait la France, présidée par Jean-Luc Mélenchon, aux partenaires européens? C'est pas compliqué. Bah, dites-moi. Aujourd'hui, l'Europe, c'est l'Europe de l'argent, des financiers, des banques. Et nous, on réclame et on exige d'ailleurs l'Europe sociale et l'Europe des peuples. À la base, effectivement, quand le général de Gaulle propose la communauté économique européenne, d'ailleurs, on ne va pas tarder à fêter son anniversaire, c'est sur une base économique, mais parce qu'il connaissait bien ses amis. Il savait très bien que son entourage préférait plutôt l'argent que les idées républicaines et sociales. Ce que vous nous dites, Karim Elouki, c'est que ce que demande Jean-Luc Mélenchon, ce sera une vraie rupture. Le contrôle du mouvement de capitaux, la fin de la dépendance de la Banque Centrale Européenne, c'est un peu technique, mais ça veut dire une économie plus administrée, des moratoires sur la dette, voire une annulation partielle de la dette. Comment pouvez-vous espérer que l'Allemagne, par exemple, accepte ce projet ? Alors, c'est pas l'Allemagne qui va accepter ce projet. Elle compte, vous savez. Oui, non, mais moi je fais toujours la différence entre les dirigeants et les peuples. Oui, mais ce sont les dirigeants qui décident, là, en l'occurrence. Oui, mais s'il y a des négociations, les dirigeants qui ils sont élus démocratiquement par leur peuple, en général. Et puis avec des problèmes, parce que les nôtres, ils ont été élus démocratiquement par nous, mais ils se sont quand même opposés à notre vote de 2005. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il est possible de lancer une négociation en mettant une limite, une barre si haute? Est-ce qu'on ne va pas directement vers plan B avec un tel plan? Pas. C'est ignorer qu'on est la deuxième économie européenne et qu'on a pas qu'un certain poids. On a un poids essentiel dans la construction de l'Europe. On est un des premiers pays fondateurs de l'Europe. Et on nous négligerait? Et on n'aurait pas voix à chapitre? Non. Je pense qu'effectivement, on a suffisamment de force. Et le problème qui manque, c'est la responsabilité de porter la voix de notre peuple, la voix des Français, justement pour renégocier l'esprit européen. Mais justement, vous parlez de démocratie. Est-ce qu'on peut venir vers les partenaires européens en leur disant « on veut ça, ce sera ça, ou le chaos, on s'en va » ? Alors, vous le savez très bien, le débat actuel, il porte sur l'Europe parce qu'effectivement, on ne peut pas partir sur une autre idée qui est effectivement la Constitution, la 6e République, si jamais on n'a pas réglé les problèmes de l'Europe. Vous savez très bien, on est obligé de passer par là. C'est fondamental. Il y a une autre candidate qui propose, elle, de renverser tout de suite la table. Nous, on dit, on va à la négociation, on discute, on apporte nos priorités. Et vous en êtes d'accord ou vous n'en êtes pas d'accord? Vous êtes prêt à des compromis, ça veut dire? Non. Les compromis, c'est ce que nous proposons. Ça, c'est un vrai compromis. C'est dire qu'effectivement, l'Europe que nous souhaitons, c'est l'Europe des peuples, c'est l'Europe sociale. Donc, on harmonise la fiscalité et on harmonise effectivement les critères sociaux. Bon. Ça, c'est des priorités. Nos partenaires l'entendent, c'est très bien, on y arrive. Et s'ils ne l'entendent pas, effectivement, on passe au plan B. Bon, c'est une certaine philosophie de la négociation. On parle de l'économie et de l'industrie. 80 000 emplois industriels perdus ces 10 dernières années dans le Grand Est. Et c'est lié à l'Europe, parce que beaucoup sont partis notamment en Europe centrale. Jean-Luc Mélenchon veut instaurer ce qu'il appelle un protectionnisme solidaire. Ce qui pourrait se résumer avec cette mesure, imposer le respect des normes sociales et écologiques pour la commercialisation de produits importés en France. Quelles seraient ces normes selon vous et quel pays pourrait être concerné? Alors les normes, je vous les ai citées. Les normes sociales, c'est quoi? C'est le droit syndical ou c'est le niveau de salaire? Qu'est-ce que c'est? Non. Vous savez que nous, on a demandé l'abrogation de la loi El Khomri, qui déstructure totalement la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que c'est la loi qui doit fixer les minimums et ensuite on ne peut qu'améliorer la loi pour justement profiter aux plus nombreux d'entre nous. Je vous ai parlé de ma classe sociale qui non seulement a subi tous les sacrifices incroyables, des personnes qui en souffrent, qui se suicident, qui désespèrent, qui d'ailleurs en sont au point d'être poussées justement vers l'innommable, c'est-à-dire on nous a monté les uns contre les autres. La fraternité telle qu'on pourrait la concevoir aujourd'hui envers les plus petits, elle n'existe même plus. D'ailleurs, on a une multitude de personnes qui servent de bouc émissaire aujourd'hui. Je reviens, Karim Elouki, sur ce protectionnisme dit solidaire. L'idée, c'est ça, alors, c'est se protéger des pays qui sont à plus bas salaire que nous, c'est ça?
Parce qu'on parle de normes sociales et environnementales. Alors, vous savez très bien que précédemment, je vous ai dit, nous essayons d'harmoniser l'aspect économique et social, hein, et notamment en termes de fiscalité. Bon, on y arrive, c'est bien. Donc, ça veut dire que des partenaires sont prêts à le faire. Et notamment, je pense surtout aux salariés détachés. Vous savez qu'un salarié détaché, c'est la première cause, justement, la perte d'emploi en France. Mais si on quitte l'Europe, ce protectionnisme, il sera bien sûr au niveau des frontières françaises. Ben, au niveau français, oui. C'est la question que vous attendez, qu'on se pose tous. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait un effet pervers pour les salariés français qui travaillent chez Valeo, chez Vistéon dans les Ardennes pour l'export avec de telles mesures protectionnistes parce que les autres pays peuvent faire pareil? Ah non, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, on peut toujours se poser la question dans ce sens-là. C'est pour ça que je vous la pose. Mais dans l'autre sens, on ne s'est jamais posé la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement... Que souhaitent justement les autres salariés de tous les pays? Ah, mais pour cela, il faut rester dans l'Europe, Karim Elouki. Si on veut une harmonisation sociale, on ne peut pas partir et harmoniser. Donc vous voulez absolument rester dans l'Europe avec les mêmes règles et avec les mêmes élus politiques qui nous amènent toujours à la même catastrophe. Vous me disiez que vous étiez prêt à en partir. Mais si on veut harmoniser, il faut rester en Europe. Mais dans le cas où justement on n'arrive pas à harmoniser les règles dans le sens qui va bien, c'est-à-dire dans le sens des peuples et pas contre les peuples, parce que c'est cette Europe-là qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez très bien que la mainmise est faite par les financiers et par les banques. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez à la Banque Centrale Européenne qui est totalement indépendante de tout pouvoir politique. Et donc, si on sort de l'Europe, il y aura bien sûr des barrières protectionnistes aux frontières françaises et des autres pays. Pas tel que vous le concevez, pas tel que peut le concevoir une certaine candidate. Vous le savez très bien, c'est pas ça. On n'est pas opposé au peuple. Au contraire, on est pour des partenariats, y compris avec des pays qui n'appartiennent pas à l'Europe. Vous le savez bien, ça fait partie, c'est le sens de la proposition justement de l'avenir en commun. D'ailleurs, c'est dans l'intitulé du titre de notre projet. L'avenir en commun. C'est au sens universel des choses. Je continue sur l'économie. L'un des thèmes majeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est la planification écologique. Il veut notamment adopter la règle verte, en tout cas la placer dans la nouvelle Constitution. C'est vital. Pour bien que les choses prélevées sur la nature soient respectueuses de la nature. Oui. Et qu'on ne prenne pas plus que ce que la nature peut donner. Voilà. Justement, sur l'agriculture, il y a deux réformes phares, me semble-t-il. Engager la réforme agraire pour faciliter l'installation des jeunes agriculteurs en limitant la concentration des terres et la course à l'agrandissement. Oui, et puis il y a aussi développer l'agriculture biologique et proscrire les pesticides chimiques. Comment pourrait se concrétiser ce programme en Champagne-Ardenne? Vous savez qu'on en est aux antipodes de cela, avec de grandes exploitations céréalières et puis aussi une forte utilisation de produits phytosanitaires. Comment on fait pour appliquer ça en Champagne? Et vous connaissez les conséquences. Eh bien, comment on fait pour changer les choses? C'est important déjà de parler des conséquences de ce qui se passe justement dans l'utilisation des pesticides et malheureusement des phytosanitaires. La majorité des sources de la montagne de Reims, par exemple, sont contaminées. C'est pas d'aujourd'hui. Depuis que je suis tout petit, j'entends parler de la contamination des sources. Les nappes phréatiques sont du même tonneau. D'ailleurs, l'agglomération de Reims est obligée de s'approvisionner sur des nappes phréatiques qui sont extérieures à notre bassin de vie. Ça, c'est valable pour tout le Grand Est. Nous en particulier, parce qu'effectivement, on est une forte région de viticulture. Sur le constat, on est d'accord, mais vous parlez d'abolir ou de proscrire les pesticides chimiques. Comment on fait? Parce que c'est quelque chose de radical. C'est que du bon sens. Vous savez bien que les professionnels, et notamment, c'est pas ma spécialité, mais ils ont la capacité, et on a fait la démonstration qu'ils avaient la capacité de pouvoir utiliser les moyens ordinaires de la nature pour pallier justement à cette absence. Bien sûr qu'il y a moins de production, mais ce sont des productions qui n'auront rien à voir et qui n'auront rien à voir par rapport à ce qui est produit aujourd'hui en termes de qualité. Quand vous parlez aussi de réforme agraire, parce qu'effectivement les exploitations en Champagne sont très grandes, plus de 300 hectares pour certaines, oui. Comment on fait pour fournir des terres aux jeunes agriculteurs? Ça passe par quoi la réforme agraire? C'est pas compliqué. Quand vous avez des multinationales comme LVMH qui essayent de s'approprier les terres, avec le vignoble en l'occurrence. Oui, le vignoble, avec de la surenchère de coûts d'installation. Vous savez, l'hectare, il est à plus d'1 million d'euros aujourd'hui. Comment vous pouvez permettre à des jeunes de pouvoir s'installer s'ils n'ont pas déjà un capital de base? Et ça, c'est illogique. Effectivement, l'État a un rôle à jouer dans tout ça. Donc c'est une sorte de prise sur les multinationales, c'est ça? Bien sûr. Non seulement l'État a la possibilité de... Une expropriation, c'est le terme que je cherchais. L'État a la possibilité de dire... Je me réserve du foncier justement pour l'avenir et pour l'installation des jeunes. Vous, multinationales, de toute façon, et transnationales, et elles portent bien leur nom,
elles ont plutôt tendance à défendre leurs intérêts propres que l'intérêt de notre nation et de notre pays. Une question justement sur l'agro-industrie, parce qu'il s'agit de ça, hein, quand on parle de grandes coopératives ou des entreprises Alors, je de fais la taille différence importante. entre les coopératives Alors et les justement, multinationales. parce que là je parle encore de la planification écologique. Vous savez qu'à Pomac, à côté de Reims, mais aussi dans d'autres endroits de la région, il y a des centres de recherche et des centres de production pour produire des agro-ressources, des agrocarburants, du plastique d'origine végétale, etc. Est-ce qu'on continue dans cette voie? Parce que vous avez un plan, Jean-Luc Mélenchon a un plan de 100 milliards d'euros dans ce domaine-là. Est-ce qu'on continue vers les systèmes type le Pomac et autres? Alors, Pomac les Hautes, alors tous les bureaux d'études et de recherche sont vitaux pour nous, Français. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait notre richesse. Vous savez très bien qu'on n'est pas un pays qui abonde en matières premières, ou quand on en a, c'est vraiment à la marge. Donc c'est vraiment l'intelligence, notre capacité à nous unir justement pour proposer des projets d'avenir et notamment de permettre de réindustrialiser notre pays. Effectivement, on ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, il y a des urgences qui s'imposent à nous. L'urgence, effectivement, de changer notre mode de production et notamment agraire, c'est vital. Notre mode de consommation d'énergie et y compris de notre mode d'énergie, c'est vital aussi. Effectivement, on doit réorienter les choses. Donc ça, le modèle ça, tel c'est qu'on le proposé. voit sur Pomac, vous continuez à le soutenir, si je comprends bien. Bien sûr, puisque la recherche est vitale. Après, on peut réorienter effectivement les fondamentaux de cette recherche. Là, c'est plutôt orienté effectivement vers des techniques qui poursuivent effectivement la continuité des énergies carbonées. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas un non-sens par rapport à ce qui se passe en termes de changement climatique qui est en train de se produire sous nos yeux? Et quand je pense à ça, je pense à nos viticulteurs qui demain, parce qu'on parle quand même de quelques degrés, la viticulteur et notamment Quelques degrés en plus, vous voulez dire, avec le voilà, réchauffement. et les vignes sont sujets effectivement et sont très sensibles au changement de température. Si demain ça se produit, on sait que ça va se produire. Que vont devenir effectivement les viticulteurs dans la région Champagne-Ardenne? Eh bien, écoutez, on verra si les viticulteurs vous entendent. Karim Elouki, c'est déjà la fin de cette émission. Un grand merci à vous. Dans un instant, les informations en Champagne-Ardenne présentées par Charles-Henri Boudet. Et puis à 12h10, dimanche en politique nationale, cette fois, Francis Letellier reçoit Marine Le Pen, la candidate du Front National. Très bon dimanche sur France 3 et merci à vous. Merci à vous et puis bonne continuation à vous tous. Et puis petite bise à ma petite mère.